Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui donne la parole aux explorateurs de conscience. Aujourd'hui, nous allons avoir à faire appel à un spécialiste, je dirais même un expert, pratiquement très bien placé au niveau français et certainement au niveau international, j'ai pas été voir, mais qui va nous parler de la réincarnation. Bonjour mon ami Frédéric Barbet. Bonjour à tous et puis merci mon cher Luc de m'avoir invité à cet endroit. J'ai beaucoup de plaisir à te retrouver. Oui, parce que j'ai trouvé que le sujet était déjà passionnant et nous intéresse tous. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, bon, quel a été mon cheminement un petit peu de tout ça? Je crois fermement à la réincarnation, mais quel a été mon cheminement? Mon cheminement, je me suis aperçu que, comme tout le monde, je me suis intéressé un beau jour, à la mort. Tiens, il paraît qu'elle va frapper un jour à ma porte, donc j'aimerais bien être un petit peu préparé. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Etc. Donc là, c'est là que j'ai étudié les expériences de mort imminente. Donc, moi, j'ai eu le plaisir d'interroger le docteur Charbonnier, mon ami le docteur Charbonnier, il n'y a pas très longtemps, donc qui nous montre avec les religions qu'il y a quelque chose après la mort. Et si, à partir de là, de faire encore un pont et puis un pas et de se dire, il y a une réincarnation, il y a des réincarnations, il y a plus qu'un pas. Mais alors, oui, mais pourquoi? Me suis-je dit, moi je suis d'origine, mon origine était d'origine chrétienne, bien que j'ai perdu un peu cette notion-là en route pour de faire développer surtout ma spiritualité, mais pourquoi la chrétienté ne reconnaît pas la réincarnation? Alors je me suis plongé un peu dans l'histoire de l'Église et en fait ça a été supprimé au moment du deuxième concile de Constantinople en 553. Enfin, ça n'a pas été une suppression de la réincarnation qui était visée, c'était toute une branche de l'Église de l'époque qui croyait en la réincarnation et qui a été supprimée. Donc, en supprimant cette branche, ça a supprimé de ce fait la réincarnation. Donc ça, c'est vrai pour la chrétienté, mais seulement il faut bien voir qu'il y a quand même une personne sur deux dans le monde qui vit dans une culture ou une religion où la réincarnation est une croyance naturelle, hein. Donc, on a les hindouistes, les bouddhismes, le jinaïsme, le sikhisme, certaines branches du judaïsme, de l'islam soufi, même les cathares, autrefois le catharisme, etc., travaillaient beaucoup en France. En France, malgré qu'on soit dans c'est pas un pays dit laïque, eh bien, dans un pays dit aussi beaucoup chrétien, eh bien, il y a 25% de la population qui croit à la réincarnation. C'est pas mal, 25%. Ça en fait quand même pas mal de millions. Alors voilà, c'était un peu pour placer la notion du sujet d'aujourd'hui pour tout le monde. Et donc, je vais te présenter mon ami Frédéric, parce que c'est vrai que Frédéric est un ami et ce qui n'empêche rien de tout son côté professionnel qui est assez remarquable, comme vous allez le voir. Donc, je prends mes notes parce que là, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc, d'abord, Frédéric est un expert connu et reconnu en thérapie transpersonnelle, notamment dans les thérapies brèves et dans les techniques énergétiques. Tiens, tiens, ça me rappelle quelqu'un, ça. Euh, Et donc après, il dirige l'école francilienne d'hypnose et il anime une chaîne YouTube qui s'appelle Les Mondes de l'Invisible. Il est ainsi formateur, conférencier, auteur de nombreux ouvrages et nous allons pouvoir en parler de certains d'ailleurs. Donc celui-là, non, c'est pas celui-là aujourd'hui, on va parler surtout de celui-ci sur les vies antérieures, à la découverte de nos vies antérieures qui nous permet au lecteur de faire un travail extrêmement intéressant sur ces vies antérieures, comment découvrir ces vies antérieures, etc. Mais tu as écrit déjà beaucoup d'autres à la découverte d'autres ouvrages, à la découverte de nos vies antérieures, devenez médium, révélez vos pouvoirs de chaman, les clés de la médiumnité, sans parler. Là, quand j'ai vu ça sur les rayons des libraires, je me suis dit, oh, j'ai pas dit, je répéterai pas la suite, mais oh, voilà, vache, 1 million, tu nous as fait passer 1 million de personnes dans des vies antérieures. On a même écrit un bouquin, donc c'est pour ça que je peux parler que tu es un expert et le spécialiste, à mon sens, français de ce genre de choses. Alors,
On va commencer par t'interroger, parce que là, je parle, mais il faut bien que tu te parles un petit peu. Les invités, ils sont faits pour ça, hein. Les invités, je te le rappelle, hein. Tu es mon invité, tu es fait pour ça. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à étudier les vies antérieures? Ah, moi, ça m'allait très bien comme ça. Je pouvais rester à t'écouter, comme je le fais souvent avec beaucoup de passion. Donc, il y a vraiment une position très confortable. Je t'avouerai de t'écouter comme toujours. Euh, alors, ce qui m'a amené à ça, c'est par l'expérience. Parce que moi, je ne crois jamais vraiment, par définition, ce qu'on me dit. J'ai besoin d'aller explorer par moi-même et valider ou invalider une croyance finalement, parce que tout cela est peut-être du domaine de la croyance. Mais quand ça devient quelque chose de plus intime, ça vient ouvrir quand même un espace de réflexion, parce que moi, j'y croyais pas non plus. Je faisais partie une personne sur deux qui n'avait pas cette croyance sur la réincarnation. Et puis un jour, donc il y a, je sais pas, 12 ou 13 ans, je suis pas très bon en matière de date, je suis pas justement forcément toujours ici. Eh bien, je me retrouve à être en difficulté respiratoire et je sais que c'est pas quelque chose de pathologique, donc je vais pas voir le médecin. Bigre. Et je sens que c'est une problématique énergétique. Donc j'y vais. Je vais voir un copain ostéopathe qui est quand même assez branchouille. Et il pose ses mains au-dessus de moi comme ça et il me dit, c'est qui ce guerrier qui tient une lance à la main? Et je me suis littéralement décomposé parce que il était en train de faire référence ce que j'appelais des visions à l'époque que j'avais eues lors d'un travail en respiration holotropique, bref, une forme d'accompagnement ou de thérapie par le souffle qui fait beaucoup régresser, qui permet de vivre plein d'expériences, de résolution traumatique, etc. Et j'ai eu cette vision-là, mais j'ai non seulement eu la vision, mais je l'ai vécue dans mon corps, cette expérience, vraiment d'une manière très réaliste. Et puis j'avais gardé un petit peu cette histoire de côté, et lui me la ressort, quoi. Je fais, c'est pas possible, je dis, il est complètement fou, ou est-ce que... Je n'en ai jamais parlé à personne de ça. Il me décrit clairement toutes les scènes que j'avais vécues quelques années auparavant dans ce type de voyage. Et il me dit, c'est normal que tu aies du mal à respirer parce qu'en fait, tu es mort, brûlé, une fois de plus, et tu avais un plastron de cuir sur toi qui a fondu en fait sur ton corps. J'ai trouvé ça, mais j'étais vraiment bouche bée parce que à cette époque-là, en tout cas, moi, ça m'a sidéré, hein, vraiment, hein. C'était un changement de paradigme, en tout cas le début d'un cheminement et de réflexion très intense. Et après, j'arrête là, mais il a fait un travail évidemment énergétique pour retirer toutes ces mémoires qui étaient sur mon corps, des réminiscences de cette vie passée, maintenant je peux le dire. Et plus il enlevait ça, plus il est en train de tousser, lui, dans la salle, et plus moi, j'étais en train de me libérer. C'était un vrai kiff. Et là, voilà, je suis sorti de là et je me suis dit, bon, mon petit, il est grand temps d'aller regarder ça parce que, il y a un potentiel absolument fou. Et donc, à l'époque, j'étais déjà thérapeute transpersonnel, donc au-delà du personnel, déjà j'avais quand même des visions, des compréhensions des choses, mais il était temps maintenant pour moi de mettre dans mes accompagnements cette dimension karmique que je n'avais pas avant, quoi. Voilà, donc c'est vraiment à titre personnel que j'ai commencé à mettre les pieds un peu là-dedans. Très Fou, intéressant. Très belle intéressant. histoire. Et c'est vrai que perso, moi, je suis remonté aussi dans un certain nombre de vies antérieures qui m'ont appris beaucoup de choses. Et comme je le dis, en lisant ton livre, ça m'a permis d'en découvrir d'autres et en plus d'approfondir un certain nombre de vies que j'avais déjà connues. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce livre avec plein d'exercices, c'est très agréable, très ludique. Mais une question qui m'est venue d'emblée ou dès le départ et que je vais te poser, c'est que, OK, là, je faisais des séances d'hypnose, de régression, etc. Et je voyais une vie, je vivais une vie, etc. Et la question que je me posais, c'est, était-ce une de mes vies? Est-ce que j'étais pas en train, d'en accrocher la vie de quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a... Et où est la deuxième chose? C'est est-ce que mon esprit
qui est très imaginatif et pas en train de construire cette vie qui se déroule actuellement sous mes yeux. Ça, c'est vraiment une question qui revient toujours. J'ai terminé cette année une tournée qui a duré 8 mois à peu près euh, pour faire vivre collectivement des régressions dans les vies passées. Au cinéma, avec un film, avec du son, enfin, la musique de notre ami de Mental Waves, Alex Michel, enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était vraiment, enfin, je suis pas objectif, j'allais dire top niveau, mais en tout cas, techniquement, c'était bien foutu le truc, hein. Et évidemment, quand tu donnes le micro à la fin de ces expériences, il y a toujours cette question, est-ce que ce que j'ai vécu est la réalité ou est-ce que c'est le fruit de mon imagination? D'abord, j'ai pas de réponse toute faite, mais ce que je pense quand même, c'est que l'imagination est une chouette porte d'entrée dans toutes ces expériences d'expansion de conscience. Et souvent tendance à dire aux gens, mais go, quoi, va imaginer, tu vas stimuler l'hémisphère, la partie droite de ton cerveau, même si droite-gauche est un petit peu une métaphore, mais en tout cas, ce même endroit où on vient stimuler, en effet, les expériences régressives dans le cadre de l'hypnose et puis dans d'autres cas de figure. Donc go, vas-y, imagine. J'avais une chamane qui me disait, à qui je posais la même question aussi, hein, elle me disait, mais commence à imaginer, il y a un moment donné, de toute façon, on va passer de l'imagination à cette expérience de réalité. Et puis, pour moi, il y a quelque chose qui ne triche pas, c'est le corps et l'émotion. Parce que autant cognitivement, je peux me raconter toutes les histoires que je veux, par contre, quand je suis en train de vivre mon expérience, j'en ai vécu un paquet hein, d'expériences régressives, mais qu'en même temps que j'ai les images, j'ai les visions, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sorcier aussi à un moment donné, comme tant d'autres. On m'a brûlé plusieurs fois dans le feu. Oh, c'est normal, c'est mérité ça. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis c'est peut-être pour la dernière fois, on va voir. On va peut-être y revenir à tout ça. Eh bien, je le sens dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai la conscience en même temps que je suis en train de vivre l'expérience, que je suis en sécurité, je suis accompagné et tout va bien. Et en même temps, j'ai des reconnexions corporelles. Je suis en train d'hurler de peur. Donc j'ai une émotion qui est ultra intense. Hurler, c'est peut-être un petit peu de Marseille. Mais en tout cas, je suis vraiment avec cette empreinte émotionnelle et corporelle qui, là, pour moi, ne peuvent pas tricher. Je ne crois pas qu'on puisse se créer ces perceptions corporelles et ces perceptions émotionnelles à partir de la simple imagination. Il y a trop de décalage. Vraiment, c'est quelque chose de très viventiel, comme on dit en sophrologie. J'y suis, quoi. Je suis dans cette double conscience. Voilà. Je suis à la fois là en sécurité et en même temps je suis là-bas. Mais là-bas, j'ai peur, je suis en colère, j'ai froid, j'ai mal. Voilà. C'est la seule chose qui, pour moi, est un critère. J'en ai pas 50. Je peux pas répondre à cette question de manière définitive parce qu'on est très fort pour s'inventer des tas d'histoires. Mais je crois pas qu'on soit suffisamment puissant pour se créer, en tout cas, à ce moment-là, toutes ces perceptions. Oui, parce que personnellement, je mettrais deux points par rapport à ça. C'est la première, ça répond, ça résonne par rapport à ce que tu viens de dire. C'est notre intuition, notre cœur, notre ressenti. Lui, ne se trompe pas. Lui, pour lui, il est dedans. Et donc, et puis, si on pousse les choses et on se dit, bon, j'aime bien l'idée de ta chamane qui dit, on commence peut-être par l'imaginaire et on termine par cette vie, sa réalité. Oui, ça, c'est un truc très intéressant, mais aussi, je me dis que ce soit imaginaire ou non, les bénéfices que ça en ressort, c'est vraiment, de toute façon, c'est ça qui est le plus important. Après, que ce soit du bénéfice de l'imaginaire véritablement des vies. Et justement, on arrive à ma nouvelle question. C'est par rapport à ton livre. Par rapport à ton livre, voilà. Parce que à la découverte de nos vies antérieures, ok, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de connaître nos vies antérieures? Est-ce que ça peut nous aider dans quelque chose?
D'ailleurs, je rappelle que ce chouette livre a été préfacé par un certain Luc Baudin. Tu l'as pas dit, ça, par humilité, mais je te remercie vraiment infiniment de tout cœur, officiellement. Euh, enfin, je te l'ai dit 53 000 fois, mais comme ça, je le dis devant tout le monde. Ça m'a énormément touché. Ça me demande de l'émotion, dis donc, c'est fou ça. Alors, ouais, c'est une très très bonne question que tu me poses là, parce que je défends l'idée qu'on fasse un vrai travail autour de ça et qu'on ne soit pas dans ce que j'appelle du tourisme spirituel. Dieu sait que il y a tout ce qu'il faut pour en faire. Après tout, cela dit, pourquoi pas? Je veux dire, si ça peut permettre à une personne de cheminer dans son expérience, pourquoi pas? Néanmoins, en tout cas, c'est ce que je disais aussi à toutes ces personnes dans les tournées, aux gens qui viennent en consultation, a fortiori, c'est on va venir corriger quelque chose de notre présent, de notre réalité. Sinon, d'ailleurs, l'expérience, je ne la fais pas. Moi, j'accompagne pas. Ça sert à quoi? On va retourner dans des expériences passées. D'ailleurs, je ne crois pas qu'elles soient vraiment passées, mais enfin, c'est une autre vision. On va aller recontacter des mémoires, etc. Si ça n'a pas d'intérêt pour venir corriger quelque chose de notre réalité, pour venir influer notre présent et donc ce qui va advenir de nous dans notre vie ou dans les vies futures d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt. Donc la première question que je pose, et on peut y passer un certain temps d'ailleurs, c'est quoi l'objectif? Mais en hypnose, qui est quand même mon outil, un de mes outils de prédilection, c'est systématique. S'il n'y a pas un objectif qui est concret, qui est destiné à se développer sur un plan personnel, spirituel, mettre de la compréhension parfois, c'est déjà une bonne étape. Aucun intérêt. Donc profite de l'expérience, mon ami, comme je dis souvent, profite de l'expérience. Et tu sais, dans la tournée, c'était vraiment important parce que tu as des gens qui venaient, qui découvraient le père Barbet vraiment pour la première fois. Tu as des conjoints qui ont été tirés, l'autre qui avait plutôt envie d'aller voir le film d'à côté que d'aller écouter mes trucs, mes salades. Je dis, bon, maintenant que vous êtes là, qu'est-ce qu'on fait? Donc profitez-en. Un schéma limitant, une pensée limitante, une croyance à dégommer, un truc qui vous emmerde parce que ça fait 50 ans que vous vous baladez ça, une problématique au sujet de l'argent, une douleur que vous ne comprenez pas. Profitez-en parce que peut-être que c'est des réminiscences karmiques, si c'est pas de notre propre histoire personnelle, si c'est pas transgénérationnel, pour moi, il reste qu'une voie, c'est celle-ci. Mais c'est vraiment pour venir changer, pour venir. Ouais, je trouve pas les mots tellement c'est pour moi une vision de changement et de transmutation dans notre réalité là. Voilà. C'est ça qui nous permet de cheminer. Sinon, je vois pas je vois pas l'intérêt du tout de faire ça. C'est à mon sens, c'est une méthode, d'une technique de nettoyage de nos vies, parce que nos souffrances, en fait, on les classe toujours en trois catégories. Les souffrances qu'on s'est générées dans cette vie, les souffrances qu'on s'est générées dans des vies passées et qu'on ramène avec nous dans cette vie. Et puis il y a les souffrances qui sont généalogiques. Ça. Donc, mais en général, pour moi, elles sont toutes liées parce qu'en fait, quand on fait de la réincarnation, on va choisir la famille qui a la même problématique. Et puis on va revivre ça dans notre vie. Donc en fin de compte, on les scinde en trois catégories, mais les origines sont. Mais ça nous permet justement de se libérer des mémoires douloureuses, toutes ces techniques, que ce soit traumatiques, émotionnelles, relationnelles, etc. Et des blessures de l'âme, donc aussi qui nous permet de surmonter les rejets, les humiliations, etc. C'est pas rien tout ça, parce que c'est tout ce qui vient nous gêner dans notre évolution personnelle, dans notre vie. Donc c'est super chouette ce travail. Oui, Mais et puis si je puis me permettre juste de rajouter quelque chose. oui, c'est ton livre, hein, vas-y, tu peux le faire. Non, mais c'est important parce que ça va venir compléter ça. C'est-à-dire que souvent on me pose la question du coup, mais je fais comment pour venir nettoyer ou transmuter? J'aime bien ce terme-là qui est souvent le tien d'ailleurs, cette transmutation, enfin que tu emploies en tout cas beaucoup, d'une mémoire que j'ai été contacté parce que c'est bien d'aller contacter la mémoire. Je vois, je sens, super. Bon, je me suis fait décapiter et j'ai été noyé. Je fais quoi maintenant de ça? Hmm. Là aussi, c'est pas rien quand même, hein.
Eh bien, moi j'adore cette vision-là, en tout cas, je sais pas si tu la partages, c'est que quand on a l'information, à présent, on va se mettre un petit plan d'action pour venir corriger cette mémoire, cette dette, etc. D'où tous les exercices d'ailleurs que j'ai pu mettre dans ce livre. C'est-à-dire que c'est, je crois fondamentalement à ça, c'est par nos actions dans cette vie, dans cette réalité-là, qu'on va venir corriger toute cette mémoire-là. C'est pas simplement, même si on peut le faire, bien sûr, une question énergétique. Je vais venir couper quelque chose, je vais venir nettoyer une plaie, je vais venir penser à ma blessure, etc. C'est chouette, hein, dans ce plan de cette dimension-là, c'est très intéressant. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de dire, bon, mon gars, maintenant, tu vas faire quoi concrètement, dans quoi tu t'engages pour venir dégommer le truc t'as merdé ou alors t'as souffert ou dans cette vie passée. C'est comme ça qu'on va corriger notre chemin. Vraiment, hein. Et donc du coup, et après, promis, j'arrête parce que je pourrais en parler pendant des heures tellement ça me passionne. On devient acteur, on a le pouvoir. Si je m'en remets qu'à un nettoyage de la vie passée, je suis passif. À la rigueur, je laisse un énergéticien faire le truc. Moi, je glande rien. Mais moi, ce que j'aime, c'est de devenir acteur. Je suis maître de ma vie, quoi. Trop bien. Je Tu, suis enjoué, ça y est, je suis content. tu reprends le pouvoir, le power. Alors, j'adore ça. Non, mais cette vision-là que j'ai dans la dimension de la thérapie transpersonnelle, c'est toujours de redonner le pouvoir à l'autre. C'est vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? De reprendre son pouvoir et de se dire que ça vient pas des autres, c'est un travail que j'ai à faire sur mes propres mémoires qui viennent de mes vies antérieures, de trucs que j'ai galéré dans mes vies antérieures, que j'ai pas solutionné dans mes vies antérieures et que bah, je reviens avec ça pour les solutionner. C'est Mais ça. Et je découvre. il y a un autre aspect aussi qui est très intéressant, un autre aspect qui est très intéressant dans ce que tu fais, dans ce qui est indiqué dans ton livre, c'est qu'aussi ça peut permettre de faire ressortir des talents, des qualités, des capacités que nous avions développées dans des vies antérieures et qui vont permettre de se replacer dans cette vie-là. Et c'est pour ça que tu donnes tout un cheminement, des exercices pour aider. Et je peux simplement accréditer ça, et je te laisse, parce qu'en fait, moi, j'étais absolument pas versé ou très peu dans l'énergétique jusqu'à ce que je remonte dans des vies antérieures où j'étais un guérisseur énergéticien. Donc voilà, c'est là que ça m'a mis, ça m'a fait ressortir mes capacités, voilà, mes ressentis au niveau des mains et même des techniques que j'ai utilisées par la suite et que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est super, super puissant. Voilà, donc, comment on fait pour retrouver ses talents? Non, c'est bien, c'est intéressant ce que tu nommes parce que, d'ailleurs, je l'ai fait moi-même depuis le début de notre échange. Souvent, quand on évoque les vies antérieures, c'est souvent un peu rude, hein. C'est évidemment aussi parce que c'est un pan de la réalité. On a vécu des trucs qui sont pas toujours très marrants. Puis l'histoire est assez chargée de périodes douloureuses. Je pense à l'Inquisition parce qu'on est nombreux à remonter quand même souvent à cette période du 11, 12, 13e siècle. Ça a peut-être été plus loin, mais c'est probable. Mais je crois qu'il y a plus de 60% de gens qui régressent à cette période-là, hein, déjà, hein. C'est un signe. En tout cas, tous ceux qui cheminent dans ce développement, et c'est pour ça qu'on retourne aussi à ces endroits très difficiles de l'histoire. Mais il y a aussi tous les talents. Et c'est chouette, c'est très important aussi de voir et de rendre hommage, d'honorer, j'aime bien ce terme, honorer ce que nous avons été, qui nous avons été dans des expériences où, oui, nous avons été sorciers, nous avons été guérisseurs, nous avons été médecins, en tout cas, pour beaucoup d'entre nous, on a bien sûr incarné toutes ces disciplines-là. Et c'est rigolo parce que souvent, inconsciemment, on comprend pas pourquoi on peut avoir une appétence particulière ou s'intéresser à une période de l'histoire singulière. Pourquoi je m'intéresse aux soins énergétiques? Je comprends rien, j'y comprends rien, mais je sais pas, ça m'attire. Voilà, cette espèce d'attirance pour une thématique, un sujet, ou être sensible à la musique aussi. Pourquoi je kiffe la musique classique? Merde, j'ai 20 piges et je suis passionné par ça, je comprends pas. Bon, déjà, tout cela, quand même, ça sent, ça sent, entre guillemets,
la résurgence de mémoire, probablement, même si c'est pas une vérité, mais enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant d'aller explorer. Et puis, si toutes les compétences avec lesquelles on arrive au monde sans les avoir apprises. Moi, je pense à ces grands musiciens qui n'ont jamais appris la musique. Je pense à ces mômes qui arrivent à peindre quelque chose. Enfin, ça vient d'où ça? Si c'est pas en psychologie, tu sais mieux que moi que souvent on pose cette question de l'acquis ou de l'inné, hein. Si c'est pas, ça vient d'où? Donc je suis peut-être revenu au monde avec des acquis, mais qui sont, c'est magnifique. Voilà. Mm. C'est magnifique. Et donc, je crois souvent, c'est d'avoir juste soi-même, de faire un petit pas de côté, se mettre un petit peu en position méta et de se rendre compte que on peut être attiré sans en avoir conscience par tous ces événements-là, tous ces éléments-là, et que peut-être c'est déjà un signe qu'on a vécu une autre expérience humaine avec cette capacité-là. Donc, c'est cool parce que à partir du moment où on a su faire, Mm. et comme je pratique l'hypnose déjà pour tout ce qu'on a réussi à faire depuis notre naissance, il y a des choses qui ont été fabuleuses. On a appris à parler, on a appris à marcher, on a appris à faire du vélo. Enfin, c'est des compétences qui sont dingues. Mais on peut remonter un tout peu plus dans le temps et pour aller reconnecter, se reconnecter à ce qu'on a su faire un jour. Et ramener vers l'avant, ramener vers le présent, ramener vers cette réalité toutes ces compétences. Et hop, go! Oui, je pense que le travail que tu fais, fais faire à tes patients, enfin à tes clients, je ne sais pas comment que, moi j'appelle toujours des patients, c'est mon Les reste consultants, bah, c'est normal, toi tu peux, moi des j'ai pas le droit. consultants. Et en fait, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes qui avaient des connaissances anciennes et qui ressortent. Faut pas les forcer non plus. Moi, je sais que c'est m'est arrivé quand c'est sorti. C'est pas sorti comme ça du brûle-pourpoint. J'ai pas sauté sur la première personne pour aller la soigner, mais au fur et à mesure, j'ai vu ces talents qui se sont installés. Et c'est très, comme tu dis, on a déjà la préscience avec des attirances qu'on peut avoir. Oui, Mais, oui. non, non, vas-y, vas-y. Non, j'allais juste dire que de toute façon, on ne force rien et on ne fait jamais rien sans la collaboration du consultant de toute façon. Tu sais, je forme à l'hypnose dans l'école que j'ai créée et dans la pédagogie, dans l'enseignement, il y a tout un module autour de l'hypnose spirituelle. Et moi, je dis toujours une chose, c'est que je ne suis pas là pour leur dire que ça existe, que c'est la réalité. Après tout, c'est juste la mienne. Mais ce que je veux, c'est que ils aient un minimum de connaissances, parce que le jour où il y a un consultant qui vient et qui, lui, y croit fermement, il faut pouvoir l'accompagner. Même si le thérapeute n'y croit pas, à la rigueur, on s'en fout complètement. Mais si la personne qui vient est convaincue que ça existe, que c'est grâce à ça qu'elle va retrouver ses talents, qu'elle va transmuter une mémoire, etc., il faut pouvoir y aller. Donc, ça nécessite avant tout que l'on entre dans la croyance du consultant, absolument pas la nôtre, évidemment. Et je le dis pour tout le monde, moi je suis pas en train de vous dire que c'est la réalité, je ne sais pas. Mais qu'à partir du moment où vous avez cette croyance et que vous souhaitez collaborer à 100%, ou allez à 50%, parce que le thérapeute bosse un peu quand même, eh bien là, il y a des grandes choses qui se présentent. Donc on ne force jamais, surtout jamais rien, aucun intérêt. Le respect de la pensée de chacun. Et c'est très important parce que sinon, on casse vite les élans, et alors qui sont des élans toujours très puissants et créateurs. Mais il y a quand même quelque chose justement qui casse. Il y a quand même quelque chose qui casse. Qui nous casse, c'est le fameux voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, alors est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Vous avez 4 heures? C'est super difficile comme question comme ça. Pff, en plus, ce bien ou ce mal, mon Dieu, c'est pas toi qui dis qu'il y a une Bon, voie est-ce que intermédiaire, c'est la voie du bon? milieu? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? On va pas prendre le jugement judéo-chrétien. Est-ce que c'est bon Ah, ou est-ce que c'est mauvais? allez, j'opte pour la voie du milieu, ça me rappelle quelqu'un. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as pas tort, parce que de toute façon, c'est un peu les deux. Ben oui, parce que d'abord, euh, je pense que nous serions incapables d'intégrer l'information si jamais, s'il n'y avait pas ce voile de l'oubli. Donc c'est vrai qu'au moment où on arrive dans cette nouvelle incarnation,
J'adore cette image de, il y aura un ange qui viendrait poser son doigt ici, ce qui expliquerait le petit creux je sais plus comment il s'appelle celui-là. Et chut, surtout, tu oublies tout, quoi. Ne te rappelle pas, c'est trop. Je pense que psychologiquement, la psyché cramerait. Enfin, ça nous mettrait dans des états internes, je pense, insupportables si on arrivait avec toute cette mémoire-là, toute cette conscience-là. Donc déjà, je pense que le voile de l'oubli magnifique pour préserver nos états internes et notre psyché. Ça, j'en suis archi convaincu. Et en même temps, quel serait l'intérêt en matière de développement si on savait tout à l'arrivée? Parce que c'est tout l'enjeu de notre incarnation, c'est l'essence même de ce que certains appellent la mission de vie. On peut l'appeler le dharma. J'ai un petit peu de mal avec tout ça, même si j'en parle dans le bouquin parce que ce sont des grands préceptes. Et puis en Asie, on parle beaucoup de ce dharma-là. Moi, ce que j'aime pas trop dans cette idée-là, c'est que euh, toute mission est belle. Parce que parfois, on a envie de se dire, mais moi, je vais sauver le monde, je suis Bruce Willis, je vais sauver la planète, là, dans mon vaisseau spatial, etc. Mais en fait, on a tous une mission de vie qui a du sens et qui est importante dans cette homéostasie du monde, j'ai envie de dire. Donc, eh bien, le voile de l'oubli, merci, parce que justement, c'est moi qui suis souverain. C'est moi qui suis maître de mon monde. Et donc, viendra le moment, peut-être, où j'aurai des réminiscences et j'en ferai ce que je voudrais, on m'impose rien du tout. Et peut-être que j'aurai aucune réminiscence, peut-être que je crois à rien de tout ça, et que je vais pouvoir vivre mon incarnation sans avoir cette pression, parce que je trouve quand même que pour certains, ils se foutent d'une pression de l'enfer, parce qu'il faut absolument se recaler à la mission de vie. Mais putain, mais fous-toi la paix, quoi. On a toute la vie déjà pour le faire ou pas le faire. Et puis, ce sera aussi en fonction du contrat d'âme que nous avons signé avant de venir. Et peut-être que ce contrat d'âme nous donne absolument aucun accès aux informations pour cette vie-là, quoi. Donc je te fais, pardon, je suis normand en plus, donc je te fais une réponse un peu comme ça. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose majoritairement qu'on n'ait pas accès à ces informations parce que ça donne et redonne le pouvoir à chacun, la possibilité à chacun de cheminer à la bonne vitesse, au bon rythme, voire de ne pas y aller du tout, quoi. Oui, Mon Dieu. on pourrait aussi considérer que c'est une nouvelle chance. Parce que tu vois, tu racontais tout à l'heure que tu avais été brûlé sur le bûcher, que tu étais un soldat, si j'ai bien compris. Donc, moi aussi, j'ai été soldat, comme beaucoup de gens ont été soldats dans la vie passée. Donc, ça veut dire qu'on a dû faire des choses qui n'étaient pas très belles. Et donc, le voile de l'oubli nous permet aussi de ne pas avoir toujours ça sur les épaules, même si on essaye toujours de les perfectionner dans cette vie presque première avec des éléments qui sont plutôt positifs. Et c'est là aussi que j'attire aussi l'attention des personnes qui nous écoutent, c'est toujours faire retourner dans des vies passées qui sont utiles pour nous aujourd'hui. Et pas autrement, pas laisser venir le tout venant, parce que là, j'ai vu des catastrophes là par contre. Je Donc pense. ça n'a pas d'intérêt, ça nous ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est j'y vais parce que il y Hmm, a ici dans cette vie quelque chose que je souhaite corriger. Je vais donner un exemple personnel si j'ai le temps, si tu me le permets. no C'est bon. problème. Super. Euh, j'ai toujours eu, même si ça s'apaise, une problématique liée à l'argent. Et c'est rigolo parce que avant de faire ce que je fais là, j'ai travaillé 16 ans dans la banque, hein. Au passage, ce qui est plutôt amusant quand on connaît la suite. Ah bon. Ouais. En fait, c'est-à-dire que je gagnais bien ma vie ou pas, en fait, j'ai jamais réussi à conserver cette énergie de l'argent de côté. Impossible. Et vraiment, toujours un truc que pour que ça se barre. Puis en plus, je suis un peu dépensier au demeurant. J'en ai eu un jour un petit peu assez. Mais bon, faut que j'aille comprendre ça parce que ça va devenir complexe à un moment donné dans ma vie. Je vieillis, tout ça. Je voudrais quand même préserver ma famille. Voilà. Bon, bref, je fais ce travail avec cette intention, cet objectif en régression, d'aller contacter la vie qui me permet de comprendre pourquoi l'argent m'échappe en permanence. C'est un objectif précis. Vlati pas, comme tu le dis parfois, que je me retrouve dans une vie passée à collecter l'impôt. Ah, Donc,
enfoiré que je suis, je collecte l'impôt. Et pour qui? Pour le roi. Mais au moment où je dois lui ramener, je me fais zigouiller. Je me fais attaquer, je me fais piquer ce pognon. Et de ce jour-là, j'ai posé ce qu'on appelle un vœu, c'est-à-dire que j'ai dit, je ne veux plus d'argent quand je vois ce qu'on en fait et voilà ce que ça peut devenir. Un vœu, ça marche très très bien parce que ce vœu a été exaucé. Et donc, encore aujourd'hui, finalement, tu vois, je mets en place des actions pour venir corriger cette expérience. Donc, c'est très important ce que tu dis, c'est partir toujours de réalité, de choses qu'on a envie de changer vraiment. Et comme je disais tout à l'heure, c'est par mes actions que je vais corriger ça. On peut faire un petit travail dans cet espace du temps, bien sûr. Mais c'est ça, c'est ici que ça m'intéresse. Qu'est-ce que je fais pour venir lever ce vœu de pauvreté que tant de gens, et tant de thérapeutes au passage d'ailleurs, ont posé à un moment donné de leur existence? Et Tellement. tu touches un point d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est la notion de vœu, mais de serment, de contrat que nous avons pu faire aussi dans des vies antérieures et qu'on ramène aussi dans cette vie. Et moi, il y a un exemple aussi qui est très simple dans cette vie-là. C'est que quand, au moment d'un mariage, il y a un contrat de mariage pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. OK. Mais au moment s'il y a un divorce, est-ce que ce contrat est rompu? Voilà une question qui est intéressante. Là, normalement, on a donné une limite jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, on peut imaginer que on va pas ramener ça dans une vie ultérieure. Mais ça n'empêche qu'il y a des serments qui ont été faits, ne serait-ce à des rois, à des principes, à des sociétés, etc. Et qui n'ont pas forcément eu cette limite de temps jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc, on ramène aussi ça, et c'est aussi important, et ça, je suis content d'ailleurs que tu évoques cette notion-là dans ton livre. C'est hyper important. Euh, alors j'ai évoqué les vœux, c'est vrai, les serments, les contrats. On peut pactiser avec le diable, mais il faut peut-être pas prononcer ce terme-là dans des vies passées. Le diable a plein de formes différentes, évidemment. Et tu parlais du divorce. Moi, je suis convaincu que non. En effet, on peut peut-être se couper juridiquement de la situation et ça s'arrête là. Mais enfin, c'était une réponse sous cette forme-là que tu donnais. Donc, évidemment qu'on revient à cette réincarnation avec toutes ces mémoires de personnes avec qui on a pactisé, avec qui on a monté des plans foireux, on a vidé les comptes des uns des autres, les bourses des uns et des autres, etc. Tout ça est une réalité parce que, comme tu le dis, on n'a pas toujours été des saints dans des vies passées, mais c'est aussi ce qui constitue toutes les facettes de nos personnalités qu'on a pu aller explorer par le passé, hein. Et je crois pas que ça s'arrête du tout, évidemment, quand on revient ici. Ce qui peut nous ramener de temps en temps à être avec une sous-personnalité avide de quelque chose, un peu perverse, un peu, etc. Sans parler de psychologie, hein, évidemment. Parce que, oui, on revient aussi avec des bribes, ce que j'appelle des fragments d'âme de vie passée. Alors là, j'allais dire, c'est une évidence dans ma réalité, et dans mes accompagnements que je peux proposer. Je l'ai tellement vu que j'en suis archi convaincu. Et justement, dans ces vies successives, on peut en avoir, a priori, ça peut aller pratiquement à l'infini, ce nombre de vies, parce qu'on a la tête dure aussi, si on considère que ce sont des apprentissages. Et il y a des fois, on a beau nous mettre les choses, mais après, on se dit, est-ce qu'on peut se faire des réincarnations hommes, des réincarnations femmes? Est-ce qu'on peut faire des réincarnations animales? Voilà, donc quel est ton point de vue d'expert dans la matière? Alors, tout à l'heure, tu as montré un livre qui s'appelle J'ai fait voyager 1 million de personnes dans les vies passées. Je précise quand même que c'est pas 1 million de personnes en individuel. Je vous laisse calculer que pour un pauvre homme que je suis, c'est absolument impossible. Et l'éditeur, d'ailleurs, on s'est amusé à mettre un titre un chouï provocateur, qui est quand même proche d'une réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on cumule
les expériences individuelles que j'ai à mener, les expériences collectives essentiellement dans les tournées, et la chaîne YouTube évidemment qui est un réservoir extraordinaire de témoignages, parce que derrière j'ai renvoyé 3000 questionnaires aux gens qui avaient voyagé pour essayer de faire une synthèse, je peux pas dire scientifique, mais en tout cas, je me dis que quand il y a 3000 témoignages avec des informations qui se recoupent, on est sur une base assez sympathique quand même de réflexion, Et non scientifique. je Je- me permets de t'interrompre une seconde pour dire aux personnes que toute cette synthèse, toutes ces questionnaires, et, bah, tu l'as développé dans ce livre qui s'appelle J'ai fait voyager 1 million de personnes dans leur vie antérieure et qui est aux éditions Suzac. Voilà. C'est juste, excuse-moi, Exactement. Et bientôt, mais c'est J'ai important. lu d'ailleurs, ça intéresse, j'ai lu en format plus petit. Donc c'est Ah oui, cool, on pourra le voir Ouais, ouais, c'est assez frais comme information, je suis trop content. Ça montre quand même l'intérêt aussi pour ce genre de questions. Et du coup, j'ai oublié la question sur quoi on était, parce que ça aussi, je suis capable de le faire, ouais, hein. Si tu excusez-moi. te rappelles. C'était une question intéressante, hein, pourtant, mais Évidemment. non, je disais simplement, est-ce qu'on Euh, peut se réincarner en homme, en ah oui, femme, c'est en ça. animal, voilà. Donc ouais, j'ai tenu un propos liminaire simplement parce que je vais me tenir à ce que j'ai pu recevoir comme information, parce que moi, tu sais que je ne sais rien, moi, comme toujours. Et donc, ce qu'il en ressort de cette enquête, finalement, euh, c'est que c'est pas genré, d'ailleurs. Tu vois, on est tout à fait en mesure de contacter des vies passées où on a été un homme, une femme, aucun problème là-dessus, enfin, aucun problème, aucune question là-dessus. En revanche, j'ai même de l'extraterrestre, hein. D'ailleurs, ça c'est intéressant quand même, hein. Il y a un petit peu moins de 3%, ce qui est quand même peu. Je m'attendais à un peu plus, mais ça c'était. Ok, ça fait deux avec moi. Déjà, tu vois. Non, c'est assez intéressant. On peut parler des Pléiadiens, on peut parler de ces peuples-là. Je sais pas d'où tu viens, toi, si tu as envie de le dire après, mais ou pas. Et en revanche, je n'ai aucun cas, mais vraiment aucun témoignage, et j'ai pas lu grand-chose dans la littérature qui évoque quelque chose d'une autre espèce. Donc, ça sous-entendrait. Mais moi, comme je suis assez ouvert à toute possibilité jusqu'à temps qu'on me montre que c'est possible, j'ai aucun problème avec ça. Mais j'ai pas de cas, en fait. J'ai pas été un chien, un chat, une girafe dans une vie passée. Je l'ai jamais vu. Donc, Il semblerait, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a des cycles de réincarnation humain ou extraterrestre, peu importe. Et puis, il y a des cycles de réincarnation animale. Donc, c'est des cycles différents qui sont, moi je dis souvent, les animaux ont une conscience au moins aussi développée que la nôtre, mais elles sont situées sur d'autres plans, d'autres systèmes. Voilà. Donc, ce qui est intéressant aussi, moi, je souris de temps en temps, c'est quand j'entends des personnes qui sont particulièrement racistes. Euh, et donc, je me dis, bon, si cet homme qui ne peut pas être très misogyne, etc., cette femme, machin, cette personne qui est très raciste pour telle ou telle anti-éthique, entité, je me dis, mais dans la vie suivante, ne sera-t-il pas justement dans ce que... changer un peu. Il va peut-être changer un peu, c'est possible qu'il soit opprimé. Ah ouais, c'est possible. Ah oui, non, mais c'est pour ça que ça me fait sourire, les gens qui sont misogynes. Je lui dis, bon, bah allez, celui-là, la prochaine fois, c'est une femme, et puis c'est tout. Je suis Et raciste contre telle ou telle religion, ethnie, etc. Bon, bah, peut-être, qu'est-ce qui dit c'est qu'il ne sera pas là-dedans? c'est vraiment très intéressant ce que tu nommes. Tout ça, pour moi, fait partie du chemin spirituel. C'est-à-dire que euh, c'est juste que même dans nos pensées, hein, évidemment que ça se joue. On a encore, enfin moi, je ne sais pas combien de temps je vais vivre ici, mais il me reste encore, j'espère, un petit peu de temps, justement pour reprendre le pouvoir aussi sur les pensées que je peux avoir qui sont pas chouettes, que je réprime moi-même. C'est ça qui est terrible. Mais quand la pensée est là, c'est trop tard. Donc je me dis que voilà, il y a encore du cheminement pour venir incarner certainement des valeurs aussi, s'interroger sur les valeurs que l'on que l'on choisit de défendre, que l'on incarne. Bon, c'est
comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas rien tout ça. C'est sûr que c'est pas rien. On fait de notre mieux déjà, je crois. Et puis, bah, de toute façon, si on l'a pas pigé, si on, il n'y a pas de remise en question, si on est de toute façon, enfin, je fais ça, tu vois, comme si c'était un jugement de valeur. Eh bien, la prochaine fois, peut-être ou pas, qu'on aura encore la chance de pouvoir tester l'expérience. Mais c'est certain que, de toute façon, on va vivre toutes les expériences qui vont nous recorriger. Et donc, si je suis un oppresseur, la prochaine fois, à mon avis, je vais bien bouffer. Ce qui est très difficile à entendre parfois, et notamment pour des parents qui perdent leur enfant, hein, très très jeunes. C'est sûr que c'est horrible. Et en même temps, en thérapie, souvent, on prend le temps pour faire ça. Il y a un temps pour tout, bien sûr, mais c'est de venir questionner le sens de cette incarnation qui parfois ne dure que quelques jours ou c'est même pas à terme, tu vois. C'est c'est terrible d'entendre dire ça. C'est ouais, mais l'âme de votre enfant a fait le choix de venir s'incarner pour si peu de temps. Mais putain, c'est vrai que c'est très dur. Mais pour moi, ça fait partie du chemin du deuil et de la compréhension que l'on peut mettre ou pas au service de son deuil, hein, vraiment. Hein. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous, dans cette incarnation, c'est un peu, on voit qu'une partie. Si on voyait toutes nos incarnations, ce serait un film, je dirais, quelque part. Et quand on arrive sur cette terre, on n'a plus que, il y a le voile de l'oubli, donc on n'a plus que l'information, je dirais, récente, quelques images. Et donc, c'est évident que on voit beaucoup d'injustices, ce qui nous paraît d'être des injustices, parce que nous, on voit que ce petit bout de film. Mais si on voyait l'ensemble, on serait déjà en plus dans la compréhension. Je dis pas, ce serait pas forcément plus facile à accepter, à digérer, mais on serait déjà un peu plus dans cette compréhension. Voilà, c'est que de sujets passionnants, tout ça, que de sujets passionnants. Et dans les sujets passionnants, continuons dans les sujets passionnants, il y a aussi des éléments qui m'ont troublé, intéressé dans ton livre, c'est que tu parles de parts d'âme perdues au cours des incarnations. De parts d'âme perdues. Et d'abord, comment on peut perdre une part de notre âme dans une incarnation? Bah, tu sais, quand j'écoute ça, je trouve même que c'est un peu limitant. Même si je l'ai écrit, tu vois, c'est limitant parce que on perd des fragments d'âme dans notre incarnation ici aussi. Mais c'est en permanence de toute façon. En Euh, permanence. Bah, c'est en permanence. Quand on vit en couple, par exemple, on passe notre temps à piquer des bouts d'âme de l'autre, tout comme l'autre est en train de nous en voler aussi. Parce que une relation est basée aussi, enfin, il y a toujours forcément une part de toxicité dans une relation. C'est dans le sens où euh, on n'est pas toujours en ce monde pour répondre aux attentes de l'autre, mais quand même, parfois, il y en a des attentes, des petites attentes ici ou là, tu vois. Il n'y aurait aucune toxicité s'il n'y avait pas ça. Je ne suis pas en ce monde pour répondre à tes attentes. Toi, pareil, si par chance nous nous rencontrons, c'est merveilleux, sinon on n'y peut rien. Tu vois, si on pensait vraiment ça, qui est une pensée de Franz Perls hein, dans la Gestalt thérapie, ce serait génial, il n'y aurait pas de toxicité. Si on se rencontre pas, on n'y peut rien, c'est pas grave. C'est Mais la l'amour réalité, c'est pas ça. conditionnel. L'amour inconditionnel est très difficile à vivre Bien sûr, dans cette incarnation. Il y a toujours une conditionnelle quelque part. Mais exactement. il faudrait à ce moment-là, c'est que tu nous dises, parce qu'on ne parle pas de la même chose à ce moment-là quand tu parles d'âme. Bah écoute, si, enfin pour moi, oui, parce que au fond, je sais pas où tu la loges là, mais moi, je la loge plutôt au niveau du cœur. Ben voilà, dans ma carte du monde, ou partout, en dehors du cœur, en dehors du corps, un peu partout. Ou en tout cas, quand je m'adresse à elle, c'est vrai que j'ai tendance à la descendre dans ce centre d'intelligence, tu vois, plutôt que là. Mais peut-être que c'est purement métaphorique. Et moi, j'ai tendance à faire un peu le même travail en ce qui concerne la récupération de mes fragments, que ce soit ici ou dans mes vies passées. Alors peut-être qu'effectivement, on ne parle pas de la même chose. Mais tu vois, l'idée de se dire qu'à un moment donné, quand ça fait 30 ans, 40 ans qu'on vit avec quelqu'un, oui, il est temps à un moment donné que je lui redonne toutes ces parts d'âme qu'elle m'a filées hein, ou que je lui ai piquées, et inversement, pour qu'on retrouve son entièreté. Quand on a, comme toi, beaucoup voyagé,
A fortiori, quand les gens vivent, oui, tu as vécu dans plein de pays différents, plein plusieurs pays, je crois. En général, on y laisse un chouille de son âme aussi là-bas, Mhm. qui explique parfois que quand on revient en France ou ailleurs, on n'est plus entier, quoi. On comprend pas toujours, on se sent amputé. Ça, c'est très intéressant, une amputation énergétique, ou se sentir à la fois plus là et pas encore ici. C'est parce que on a laissé des fragments de nous, de ce qu'on a construit, de toutes les relations qu'on a tissées là-bas, du lien à la terre qu'on a tissé. Et donc, je dois récupérer tout ça. Mhm. Alors, c'est un travail en chamanisme qu'on connaît très très bien, hein. Au tambour, on peut complètement aller récupérer ces fragments d'âme. Et puis, c'est archi fréquent que dans ce genre de travail, on soit amené à avoir aussi, bien sûr, des réminiscences des vies passées. Euh, Récupérer ces fragments d'âme, ça peut être en relation notamment avec récupérer ses talents. Génial, récupérer sa talent, ses capacités. Voilà ce que moi j'entends par ça. En tout cas, dans ma carte du monde, c'est ça que j'évoque. Mais peut-être que tu as une vision un tout petit peu ou beaucoup différente de de ce regard-là. Non, 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 je te rejoins, mais j'aurais pas mis ce mot, j'aurais pas mis le mot âme, si tu veux. Ouais, 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 d'accord, ok, Un je peu le comprends. côté spirituel mais c'est vrai qu'après ça, il y a toujours des vols, il y a des vols même de personnes. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent d'ailleurs qu'elles se font voler tout ce qui est, tout ce qui correspond à leur capacité, à leur talent, à leur pugnacité, etc. Et il raconte d'ailleurs que c'est aussi souvent à l'occasion de rapports sexuels que ça peut se réaliser. Et alors, le voleur n'est pas forcément quelqu'un qui le fait sciemment. C'est simplement quelqu'un qui le fait parce qu'il se sent mieux après avoir, mais il n'a pas forcément conscience de ce qu'il est en train de faire. Mais bon, C'est ça, ça, on là t'a fait encore, ça voler. nous emmène loin, ça, tout ça. On va être obligé de faire un colloque, à mon avis, sur tout ce sujet. Non, mais franchement, c'est vrai que c'est chouette, Ah ben c'est c'est passionnant, passionnant. c'est Ouais. tout. Et on va parler encore d'une chose passionnante, encore, il y a encore des sujets passionnants. Tu nous dis à la fin de ton livre, c'est que bah, on va effacer la dette karmique grâce à tout ce que tu nous fais faire dans ce. Et je répète, moi, je l'ai fait, je me suis fait prendre au jeu. Hein, j'ai fait les exercices, comme je dis, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai appris plein de trucs sur moi-même, etc. Donc c'est vraiment passionnant. Et puis après, tu peux le dire, on peut reprogrammer son ADN spirituel. Alors moi, en tant que toubib, moi, j'en connais qu'un ADN. Donc, que veux-tu dire, qu'entends-tu par ça et... Oui, Écris, dis-nous tout. alors c'est pas facile à expliquer cette affaire. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur le travail de Paul von Ward, qui est absolument passionnant, qui offre une vision un tout petit peu écartée de ce qu'on a l'habitude d'évoquer avec cet ADN. Faut pas je ne crois pas que l'on puisse reconstituer quoi que ce soit sur le plan de l'ADN tel que on en parle, mais, euh, mais peut-être que toi tu l'évoquerais. Je ne sais pas si l'ADN génétique, en tout cas, est modifiable. J'ai bon espoir que ce soit On a oui. on a l'épigénétique déjà qui nous montre qu'on peut le... Exactement. Exactement. On a une influence visiblement sur cet ADN-là. On en est vraiment au tout début de la compréhension, mais enfin c'est absolument magique, quoi, hein. Et là où on a une influence aussi, ce serait sur cette double hélice aussi énergétique dont tu nous parles aussi assez souvent, qui est présente autour de cet ADN objectivement et sur lequel, lui, il y a beaucoup d'influence. Et je crois même qu'il y aurait des interactions, bien sûr, entre les deux ADN, et j'ai bon espoir que, justement, en venant corriger toutes ces imperfections, j'aime bien cette idée-là, de glisser ici ou là dans nos vies passées, il y a une interaction directement avec notre ADN génétique. Je pense qu'il y a des interactions entre les deux, mais on en est au stade vraiment pratiquement expérimental. Quand j'en parle dans mon livre, c'est plutôt expérimental aujourd'hui, parce qu'honnêtement, j'en suis pas à pouvoir apporter des preuves absolues, n'est-ce pas?
On va faire d'études génétiques, mais ce qu'on sait déjà, c'est que tout ce qui est stress, angoisse, etc., modifie notre ADN, c'est-à-dire ouvre des gènes péjoratifs, des gènes de la maladie, etc., et ferme des gènes de la santé. Mais inversement, tout ce qui est calme, tout ce qui est prière, détente, méditation, yoga, etc., a tendance, exercice physique, bonne alimentation, a tendance à fermer les gènes de la maladie et ouvrir les jeunes de la bonne santé. Si bien que, là où je veux en venir, c'est que dans ton livre, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de fermer un tas d'éléments karmiques qui viennent un peu comme le stress, comme les angoisses, etc., et qui sont, génèrent des stress et des angoisses. On est en train de fermer tout ça. Donc, que ça ait une influence sur notre génome, c'est très probable. Comme tu dis, on n'a pas de preuves parce qu'il faudrait faire des analyses. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces modifications épigénétiques, quand il y en a, avec le stress et le choc émotionnel, etc., c'est extrêmement rapide. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait en l'espace de 10 ans, mais c'est très, très rapide. Alors, le temps passe et j'ai encore deux questions qui me taraudent. Et donc, oui, 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 c'est pour ça que je tiens un expert entre mes mains, je ne le lâche plus. Donc, on parle de vie antérieure. Bon, moi, j'ai été Jules César. T'as connu quoi? T'as eu combien de patients qui étaient Louis XIV, Napoléon et... Bah, très peu finalement, hein. Je m'attendais à ce que tous aient un désir inconscient d'aller incarner un truc de fou. Non, c'est une bonne nouvelle. Dieu merci, on n'a pas tous été Jules César ou que sais-je. Euh, voilà, ce qui me conforte dans l'idée que on n'est pas tous pipotés dans l'expérience pour vouloir incarner quelque chose, quoi. psychote pas trop. Mais là, la question que je voulais, c'était et les vies et les incarnations futures, postérieures, hein, justement. Est-ce que t'as fait quelques travaux dessus? Alors ça va être la suite logique. Prochain bouquin. Je crois qu'en off, juste avant, je t'avais dit, je me calme un peu sur les livres. Mais de toute façon, alors, je sais pas quelle vision tu as de ça. Bon, pour moi, c'est un petit peu compliqué en matière de conception visuelle ou enfin, expliquer le truc, c'est compliqué parce que je veux peut-être décevoir beaucoup de gens, mais je crois que ça n'existe pas les vies passées. Ah, Je- bon, bah, j'ai plus besoin d'acheter le bouquin, parce que déjà, ça va gagner du temps. T'aurais pu me le dire. Allez, hop là! Mais en plus, j'ai écrit une préface, hein. En tout cas, tel qu'on peut l'imaginer Ah, dans l'échelle du temps. Parce que si je dis passé ou futur, ouf, ça veut dire que j'ai un regard linéaire sur le temps. Et ça, c'est le regard que j'avais, moi, d'ailleurs, au début du travail que je menais, même en thérapie, finalement, parce qu'on parle beaucoup de la ligne du temps en psychothérapie. Et donc, j'étais un peu focalisé là-dedans. Et puis, plus le temps passait, et plus plus moi, ça me parlait. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas là que ça se joue, le truc. Parce que, d'ailleurs, même dans une même séance, je trouve que les gens vont de plus en plus vite. Et dans une même séquence, on peut avoir trois, quatre vies, paf, 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 paf. Je me dis, ils font comment? Qu'est-ce qu'ils prennent comme véhicule pour aller aussi vite dans l'échelle du temps? C'est pas possible. Donc je me suis évidemment rendu compte que c'était vertical le truc. Et que ce que je crois aujourd'hui, c'est que nous serions en train de mener toutes ces expériences en même temps dans différents plans. Alors c'est pour ça que je charrie un peu en disant mais vie passée, future, ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, c'est que c'est sur un autre plan. Et pour notre compréhension, on parle souvent de vie antérieure, vie future. Oui, bien sûr, mais par rapport à notre l'endroit où on se trouve ici, c'est plutôt voilà, je prends comment je fais pour prendre cet ascenseur énergétique pour retourner sur un aspect vertical des choses, pour peut-être en effet aller regarder qui je vais être par rapport à l'endroit où je suis, hein, à l'étage zéro, hein, évidemment. Donc je sais pas s'il faut que je monte ou que je descende, mais en tout cas c'est sur un autre plan pour aller regarder, non pas pour faire, on va dire, de la divination, mais qu'est-ce que c'est bon de pouvoir un petit peu avancer verticalement, si vous vous débrouillez dans l'image, je sais pas comment vous allez faire, et simplement peut-être venir prendre des décisions plus rapidement dans notre expérience ici pour venir corriger. L'idée que tout est écrit, moi je n'y crois absolument pas, hein. C'est pas vrai, c'est heureusement, t'imagines. heureusement, parce que là, ce serait pareil, ce serait même pas la peine de jouer le film, hein. Donc, Quelle horreur. Mais comme j'ai le pouvoir sur moi
Je vais aller regarder un petit peu. C'est qui le barbet de 2352? Si je me rends compte que je suis un sombre con, ou Mais non, mais non. peut-être que je vais venir déjà corriger un certain nombre de trucs ici pour pas être celui que je suis en train de voir. À l'inverse, si je vois que j'ai des talents, des compétences, des tas de trucs, je me dis, mais merde, il est chouette ce mec. Pourquoi est-ce que je ferais pas ça maintenant? C'est là que j'ai envie de le faire, moi. Ce serait vraiment au service de mon évolution, au service des autres, parce que je crois que c'est, de toute façon, pour ma part, toujours au service des autres. Donc c'est ça l'intérêt. C'est pas un acte égotique. C'est toujours dans cette idée de s'améliorer, d'être, je crois que c'est toi qui dis ça, la meilleure version de soi-même. Euh, donc qu'on aille regarder dans ce qu'on a été ou dans ce qu'on va être, c'est toujours à ce service-là, c'est tout. Mais encore une fois, c'est pas linéaire cette affaire. Donc c'est très facile à l'explorer du coup. C'est cool. Il faut Oui, prendre l'ascenseur. oui, c'est relatif, ce que tu dis, c'est facile à explorer. Mais là où je suis d'accord, où je te rejoins encore une fois, c'est que d'une part, on sait que le futur agit sur nos décisions, sur nos comportements, etc. Donc, le passé, c'est évident, on l'a tous, mais le futur, on a déjà des preuves scientifiques par rapport à ça. Et on a aussi la notion que il y a devant nous plusieurs fils du temps. Donc, il y a fil du temps le plus probable par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Mais en fait, s'il y a des éléments qui vont arriver demain, ça va peut-être changer mon fil du temps et mon avenir. C'est pour ça que les médiums sont très intéressants, mais ils voient le fil du temps le plus probable à un moment donné. Et ce fil du temps peut changer. Et il y a aussi des recherches également qui nous montrent que le passé, le présent, le futur évoluent en même temps, C'est ça. même endroit. Donc là aussi, ça nous commence à faire bobo tête, hein. Il est temps que la vidéo se termine, hein. Et que Bobo tout est en interaction et Dieu merci, enfin Dieu merci, la source merci. Euh, le quantique, la physique quantique et toute l'approche quantique, alors c'est un peu à la mode, hein, certes, mais on mesure grâce à la physique quantique toutes les interactions de nos actions, de nos pensées à 8000 km de distance, 10 000 km de distance. C'est ce que je fais, ce que je suis, ce que je pense a une incidence directement. Ça, c'est génial. Donc, il n'y a pas de notion de distance. il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Donc, de mon point de vue, toujours, ce sera la suite à la découverte de nos vies futures. Donc, c'est génial. Si je pars de ce principe-là, j'ai accès à toute la connaissance et je suis en mesure de devenir cette version que j'ai toujours rêvé d'être. Bon, moi, ce sera toujours avec mes valeurs au service des autres, un peu de moi quand même, faut pas déconner. Voilà, le tout, c'est que ça réponde à ses propres valeurs. Je crois que c'est vraiment essentiel, ça. Mais voilà, un petit coup dans le rétroviseur, un petit coup de vent, ce qui permet de corriger nos actions ici dans cette réalité. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Dac. Allez, on va s'en faire une dernière petite question. Je suis au bout, là, j'en peux plus. J'en peux plus. Justement, on va t'achever avec la dernière petite question, qui n'en est pas une petite d'ailleurs. C'est et qui est plutôt dérangeante. Ah, Donc, la réincarnation, est-ce que c'est une grande école ou est-ce que c'est une prison? Est-ce que c'est un endroit où on apprend à évoluer, à grandir, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous met dans un tourbillon, qui nous fait sans arrêt revivre au voile de l'oubli, qui nous fait oublier nos vies passées, qui nous font revivre ad vitam aeternam toujours des vies avec en repassant par les mêmes problématiques, etc. Alors, école ou prison? alors, euh, j'aurais tendance à penser à chaud comme ça, puisque c'est assez métaphorique, j'aime bien, et l'information que j'ai là, ce serait que il est vraisemblable qu'on ait tous d'abord vécu dans cette prison, jusqu'à ce qu'une prise de conscience, et souvent ça vient à travers une grosse merde qui nous arrive dans la vie quand même, nous permet de sortir de cette prison-là. Mais tu sais, on parle souvent de jeunes âmes, de vieilles âmes, etc. On a bien commencé par un bout, tous autant que nous sommes. Donc les premières incarnations, honnêtement, c'est pas qu'on était idiots, c'est simplement que on n'était pas du tout avancé dans notre cheminement pour et pas en cette capacité de saisir l'opportunité qui nous était offerte.
Du genre, voilà, j'ai un accident de la route, bah, j'ai un accident de la route. J'ai une maladie, bah, j'ai une maladie. C'est la fatalité. Et puis un jour, peut-être dans une de nos dernières incarnations, peut-être dans celle-ci, beaucoup se sont dit, mais merde, ça a peut-être du sens cette affaire-là. Et là, on va commencer à aller chercher. Donc, pour moi, là, on sort complètement de cette prison, même si j'aime pas trop cette notion-là, hein, tu l'imagines, la prison ou pas, Ah c'est ben, plutôt, non, non, ouais, mais c'est intéressant. faut caricaturer pour que ce Oui, soit oui. Et puis choquant. d'autant, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, ce que je me dis parfois, Luc, je crois que c'est dans la Bible hein, où c'est écrit, bienheureux sont les simples d'esprit. Ça veut pas dire qu'ils sont idiots. Ça veut dire que parfois, tu sais, je me dis, mais putain, mais pourquoi je me prends la tête comme ça? Je me demande si je suis pas plus en souffrance à aller tout le temps chercher, à aller tout le temps me mettre du sens, à aller chercher des trucs, transmuter. Je dis, putain, mais... Ouais, non, non, mais je pourrais pas faire autrement, justement. Mais en même temps, c'est quel engagement, quoi. Donc, est-ce que j'étais plus libre quand j'étais en prison? Je te pose la question. Ou est-ce que je suis plus emprisonné dans mes pensées maintenant que je me sens un peu plus libre? C'est ça le truc. Là, dans prison, on peut avoir la liberté de sa pensée, on peut l'avoir aussi en dehors, mais on est plus pris par nos choix. Et donc là aussi, ça nous emprisonne également, avec les choix et les conséquences de nos choix. Donc Ah, c'est un chemin, c'est un cheminement, un continuum de vécu de toute façon, jusqu'à ce que il y ait un jour une prise de conscience. Mais pour beaucoup, tu sais, enfin tu le vois, hein, je trouve que beaucoup de gens ici, dans cette incarnation, justement, saisissent quand même beaucoup plus d'opportunités qu'il y a encore 20, 30 ans, je trouve. Les burn-out, je trouve que beaucoup de gens mettent du sens là-dessus aujourd'hui, de plus en plus. Et c'est déjà pour moi, ça y est, ils sont en train de sortir de la prison, pour reprendre ton image, ils saisissent l'opportunité de se dire, c'est quoi le sens de ce truc? Moi, j'en ai fait deux parce que j'étais con au point d'y retourner pour me dire, ah non, c'est bon, c'est rien. Tu sais? Puis le deuxième, j'ai fait, oh, il y a peut-être quand même un truc qui déconne là, hein. Et là, ça y est, tout s'est ouvert, ça a été paf. Saisissons en général toutes ces opportunités un peu brutales de la vie quand ça se fait pas en douceur. Le chemin spirituel, je crois qu'il est rarement en douceur de toute façon. C'est peut-être une croyance. Euh, et allons interroger le sens de ce qui est en train de nous arriver. Est-ce que c'est un schéma qui se répète? Est-ce que la maladie que j'ai est quelque chose qui ne m'appartient pas? Voilà, tout ça est le début du chemin. C'est magnifique. je dirais que tout nous appartient, tout De vient toute de façon. nous, tout démarre de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit une époque à la fois difficile et formidable. Difficile parce que on voit tout ce qui se passe actuellement, aussi bien dans le monde que dans notre pays et toute cette insécurité qu'il y a à tous les niveaux dans notre pays et ailleurs. Mais c'est aussi une époque formidable parce que justement on a accès à plein d'informations. Tout comme ton livre, qui est vraiment, je le répète, qui est vraiment quelque chose de toujours extrêmement, qui fourmille d'idées, fourmille de choses. Donc, c'est la découverte de vos vies antérieures qui est toujours, je ne sais plus quel est l'éditeur, Les nouvelles énergies, c'est la rousse. c'est la rose, voilà. Donc, mais on vit une époque aussi où il y a des changements vibratoires importants et qui nous permettent, si on le veut, d'évoluer, d'avancer et de créer, déjà de se créer une, une évolution personnelle et si nous sommes nombreux à le faire, eh bien, on emmènera le reste de la population. Moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Je suis persuadé qu'on va y arriver. Mais déjà, ça commence par un travail personnel et le fait de se libérer déjà de toutes ces charges est déjà un élément clé parce que on ne peut pas monter son niveau vibratoire tant qu'on n'a pas, c'est pas libéré de tous ces blocages, charges, etc. Voilà, donc merci pour ce livre, merci pour tous ces exercices qui sont à la fois plaisants et ludiques, et merci de cette vidéo qui a été fort sympathique. Merci mon ami Frédéric. Merci à toi. Merci aussi de proposer tous ces beaux contenus justement sur ta chaîne qui participent à cette évolution. Et je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Merci infiniment.